Des questions sur le Pérou? La réponse du vendredi. Aujourd'hui, Gustave Eiffel en Amérique du Sud. Mythe ou réalité? Connu pour sa tour et la structure métallique de la Statue de la Liberté, Gustave Eiffel a en fait légué de par le monde de nombreux ouvrages métalliques, de la Chine à l'Afrique en passant par l'Amérique du Sud. En France, les œuvres de Gustave Eiffel en Amérique du Sud sont peu connues, voire oubliées. Mais dans les villes concernées, ces édifices sont connus, intégrés dans la ville et constituent des objets touristiques. D'ailleurs, la plupart des visites guidées y font référence. Mais tout cela est-il bien vrai? Car il existe également un nombre infini de mythes. En fait, tout ce qui est métallique peut un jour ou l'autre être associé à Gustave Eiffel. C'est l'époque de la révolution industrielle, des expositions internationales. Les pays d'Amérique du Sud n'ont pas les infrastructures suffisantes pour accompagner leur développement économique, particulièrement en moyens de transport, trains, ponts, gares. La préfabrication se fait en Europe et aux États-Unis. Gustave Eiffel a œuvré en Amérique du Sud, Argentine, au Brésil, mais concentrons-nous sur le Pérou et ses deux pays voisins avec lesquels il a des relations particulières, le Chili, la Bolivie. En Bolivie tout d'abord. À La Paz, il a, avec certitude, construit une usine électrique aujourd'hui détruite. Mais on lui attribue aussi la gare de La Paz. La construction, reprenant le même type de structure que les gares françaises de l'époque, a en fait été conçue par une entreprise de Pittsburgh et montée par une entreprise de La Paz. Mais on a généreusement attribué le dessin de la structure à Eiffel. Au Chili, le même mythe perdure concernant la gare centrale de Santiago. Et pourtant, la plaque de la compagnie Schneider et compagnie, société constructrice, y est apposée. Au Pérou, en incluant Arica, chilienne actuellement mais péruvienne à l'époque. Arica donc. Rasées par un tsunami en 1868, les constructions métalliques qu'on y trouve sont le résultat de la politique de reconstruction péruvienne. Le président de l'époque fit le choix de bâtiments venus d'Europe pour incarner la modernisation industrielle. Un contrat fut passé avec l'entreprise Eiffel, avec au programme la douane, la maison du gouverneur, la poste et le môle. Ces deux derniers ont disparu depuis. Lors du séisme de 1877, les œuvres d'Eiffel résistent. Cela encourage le même type de construction à Tacna et à Arequipa. La douane, actuellement maison de la culture, porte le sceau de l'entreprise sur une des pierres de l'édifice. Et la maison du gouverneur relève du même type de structure. La preuve des contrats existe. Eiffel en est bien l'auteur. Et l'église San Marcos. C'est la troisième qui sera construite après les deux tsunamis de 1615 et 1868. À la demande insistante des dames d'Arica, qui n'avaient plus de lieu de culte, le président offre pour la reconstruction un édifice à l'origine conçu pour le port d'Ancón, près de Lima. Mais on ne retrouve pas de traces de contrat, sauf fiche de paix. Elle ne correspond même pas aux constructions de type Eiffel, alors que l'entreprise était présente avec ses machines pour la mise en œuvre du programme de reconstruction. La paternité ne peut lui en être attribuée. Au Pérou actuel, Tacna, l'église matrice. L'entreprise Eiffel est contractée pour une nouvelle église. Considérée comme démesurée, la proposition est revue par un autre architecte qui conserve l'idée de structure de fer. La construction débute, mais l'invasion chilienne jusqu'en 1929 met le projet entre parenthèses. L'église est finie en 1954. Gustave Eiffel est mort en 1923. L'idée d'origine est bien d'Eiffel, mais fortement modifiée au fil du temps. La Pileta, une des fontaines de Tacna, lui est aussi attribuée, mais elle est en fait le cadeau de remerciement de la compagnie qui a réalisé l'adduction d'eau à Tacna. Déplacée face à la cathédrale, l'association avec Eiffel est née. Arequipa. Les édifices d'échanges sociaux comme les marchés apparurent en Amérique du Sud
à la fin du XIXe siècle, début du XXe, pour cause de spécialisation du commerce et de nécessité d'hygiène. Les édifices européens servent de modèle pour l'image et le prestige. Les investisseurs sont anglais, mais construisent ces édifices dans un style français. Concernant San Camillo, le marché fut édifié en 1905-1910, à la place d'un cloître des prêtres Camillos. Construit par l'anglais Henri Mex, il fut influencé d'un point de vue technologique des travaux d'Eiffel. Mais c'est bien tout. Le Puente Simón Bolívar, ou dit Puente de Fierro. Il utilise un système en X développé par Warren, structure basée sur le principe des ponts en bois développés aux États-Unis. Sur les pièces en fer du pont, on peut voir le moulage Phoenix Iron Company. Pas de Gustave Eiffel, encore une fois. En tout état de cause, il n'a jamais eu aucune preuve de présence d'Eiffel à Arequipa. Cusco, le marché San Pedro. Suite à un concours, le projet de Teodoro Elmore fut retenu et les travaux durèrent du début 1919 au 7 juin 1925, date de son inauguration. Aucune mention d'une relation quelconque entre Eiffel et Cusco. De plus, la structure montre enchevêtrement de sections de bois qui n'a rien à voir avec Eiffel. Peut-être une analogie avec San Camilo à Arequipa. C'est un mythe oral et maintenant sur le web, le plus récent de tous. Il permet peut-être aux habitants de Cusco de se positionner face à l'occidentalisation de la ville, en positif ou en négatif. Iquitos, la Casa de Fierro. Ramené en kit après l'exposition de 1889, le bâtiment, grâce à sa modularité, a été partagé en deux. Une première maison a été construite sur le Malecón d'Iquitos, qui a disparu par défaut d'entretien. La seconde fut d'abord fabrique et entrepôt, puis maison particulière, pour devenir boutique en rez-de-chaussée et restaurant à l'étage. Mais la Casa de Fierro n'est pas en fer, mais en acier. Le système de construction très flexible est adapté au climat chaud. Il n'y a pas la trace d'Eiffel dans le type de construction, mais celui d'une entreprise de Bruxelles, exemple du système Danley, exporté dans de nombreux pays et en Amérique du Sud, entre autres. Malgré son isolement du monde, Iquitos a créé le mythe qui aujourd'hui constitue un attrait touristique. En fait, Eiffel n'est jamais venu au Pérou, mais seulement les représentants de l'entreprise. On le voit, l'architecture réellement conçue par Eiffel n'existe que très peu sur la côte ouest de l'Amérique du Sud, mais sa présence va bien au-delà du construit. On peut supposer que le mythe a été créé par le train. À cette époque, le Pérou est l'un des pays les plus avant-gardistes en termes de voies ferrées, sous l'impulsion de l'anglais Henri Mex, en association avec des entreprises anglaises et américaines. Mais jamais il n'a eu de connexion avec Eiffel. Les légendes urbaines de l'époque laissaient entendre que les matériaux venaient de France en transit par New York, alors qu'ils venaient, dans la majorité des cas, de New York. Le mythe est né probablement d'une association de dates de construction. À l'époque des constructions des voies ferrées, en effet, Eiffel est déjà reconnu, mais il culmine en 1889 avec la tour. De nos jours, le mythe continue. Nostalgie d'avoir un ingénieur de cette catégorie dans nos pays moins développés, suppose une historienne péruvienne. Ou, comme le dit un anonyme, la tour Eiffel, c'est quelque chose que tout le monde admire et nous avons aussi un cadeau d'Eiffel. Chaque jour, nous allons tenter de répondre à des questions récurrentes ou d'actualité sur le Pérou. Pour être sûr de recevoir nos informations, souscrivez à notre canal sur YouTube, suivez-nous sur Facebook ou visitez notre page web.